Bonjour et bienvenue dans Liberty Mag TV en direct des studios Mogador. Alors j'ai vu passer la dernière fois sur les réseaux sociaux un post qui parlait des 4 types de richesse. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que la richesse intérieure est celle qui est la plus importante à mes yeux. Mais sans argent, on ne fait pas grand-chose. On ne peut pas développer des belles idées ou mettre en place concrètement des projets au service de tous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se demander comment est-ce qu'on peut faire de l'argent facilement, voire même pour certains devenir rentier. Et on va voir ça avec nos invités. Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Fabrice Delon. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice est le CEO de Graines de Boss. Ici on a Philippe Henriet. Philippe est entrepreneur, investisseur, rentier et kitesurfer. Passionné de kitesurf. Vaste programme. Et puis nous avons Marine qui est une chroniqueuse de Liberty Mag et qui est fondatrice de Harry Seal, un cabinet de conseil en intelligence décisionnelle. Absolument. Bonjour Marine. Alors avec vous tous, on va voir comment est-ce qu'il est possible de mettre en place des stratégies gagnantes pour atteindre sa liberté financière. Alors l'argent reste au cœur de notre organisation sociale. L'argent c'est souvent un tabou. On peut avoir une relation très anxiogène pour certains à l'argent, avec une vraie peur de manquer. Et puis aussi ça peut provoquer des conflits. Donc c'est vraiment une relation propre à chacun, l'argent. Fabrice, quand on dit gagner sa vie, moi je trouve que c'est une expression assez horrible parce que ça veut dire qu'on peut la perdre. Vous, c'est quoi votre vision de gagner sa vie? Ça me rappelle mon père qui me disait quand est-ce que tu vas gagner ta vie parce qu'à 26 ans j'étais encore chez mes parents. Puis après je suis parti aux États-Unis. Mais gagner sa vie, non, pour moi c'est être libre, indépendant et éventuellement payer ses factures. Mais c'est pas rentrer du cash. Vous êtes très curieux des entrepreneurs, des inventeurs. Vous faites même partie du jury du concours Lépine. Ouais. Et c'est ça qui en fait a motivé toute votre carrière, on va dire au début. Et l'argent a été la conséquence de... Oui, tout à fait. En fait, j'ai toujours, c'est ce que, encore une fois, m'ont dit mes parents, j'ai toujours voulu travailler pour moi, même quand j'avais 14 ans. Pas pour gagner de l'argent, hein. C'était pour être indépendant, libre, choisir les gens avec lesquels j'avais envie de travailler, choisir le moment où j'avais envie de m'arrêter de travailler. Quand on entend les manifestations actuellement, moi je suis un peu en décalage parce que pour moi le travail c'est un amusement, donc je ne me vois pas m'arrêter de travailler. Mais c'est ça, donc travailler pour soi, c'est choisir avec qui on travaille. On peut éventuellement arrêter de travailler pour aller chercher ses enfants à l'école. Donc c'est la liberté pour moi. Voilà. Donc philosophie de vie, c'est se faire plaisir. Voilà, me faire plaisir, pas perdre. On est là pour une durée plus ou moins courte. Donc c'est me lever le matin et faire des choses qui m'intéressent, qui m'amusent, et voilà, et essayer que ça se répète dans le temps le plus longtemps possible. Marine, vous qui avez souvent, pas souvent d'ailleurs, qui avez pendant longtemps travaillé dans des salles de marché, pendant une quinzaine d'années, vous avez pu voir aussi des gens qui amassent de l'argent. Alors on voit bien, quand on regarde les animaux, par exemple, les animaux, eux, n'amassent pas de l'argent, on va dire, à part l'écureuil peut-être. Est-ce que l'argent, c'est une fin en soi ? L'argent n'est pas du tout une fin en soi. Moi, je suis rentrée dans les salles de marché un peu par hasard, à l'époque où encore on pouvait y rentrer par hasard, c'est-à-dire après des études économiques et financières. Donc, il n'y avait pas cette idée qu'on allait amasser de l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une anomalie, même aujourd'hui, sur les salles de marché et peut-être d'autres métiers comme le conseil, par exemple, où on gagne plus d'argent, sans doute, que ce qu'on crée comme valeur. Et ça reste une anomalie, je n'arrive pas tellement à l'expliquer. Mais Philippe va pouvoir nous expliquer justement peut-être ce décalage. Philippe, vous voyez l'argent comme une énergie et limite comme de l'électricité ? Oui, alors j'aime bien faire cette comparaison parce que je suis aussi scientifique et de formation. Oui, vous êtes ingénieur. Et en fait, pour moi, l'argent, c'est un peu comme l'électricité, c'est-à-dire qu'il y en a partout, c'est-à-dire que c'est ça qui permet de nous éclairer, de faire tourner le four, de faire fonctionner, un train, le train, etc. Et on ne nous a pas appris à le solliciter, c'est-à-dire que, en soi, c'est neutre l'argent, mais ce qui lui donne de la puissance, c'est le fait que ça circule, un peu comme les électrons sur le fil électrique. Et en fait, c'est la circulation
de l'argent qui donne sa puissance, et donc c'est de faire fonctionner le donner-recevoir en fait. Et donc de fluidifier le donner-recevoir, et donc c'est juste un outil qui permet de faire circuler la valeur tout simplement. Voilà. Donc il faut apprendre à être un bon conducteur. C'est ça, un bon conducteur de différents véhicules financiers ou d'autres, mais aussi un bon conducteur de la valeur en fait tout simplement. Voilà. Vous avez travaillé pendant longtemps avec beaucoup d'investisseurs, etc. Et vous avez vu beaucoup de comportements irrationnels autour de l'argent, autour de vous? Oui, parmi les comportements assez irrationnels, il y a le fait de passer son temps et son énergie à travailler pour l'argent, alors qu'on peut créer de la valeur autrement. Après, il y a le fait de vouloir amasser de l'argent, ce qui a en soi n'a pas beaucoup de sens, parce que, encore une fois, si on revient sur le principe de la circulation de l'énergie et de l'argent, de la valeur, tout simplement, si on stocke de l'argent, on le voit bien avec l'inflation, l'argent il perd de la valeur. Donc la seule façon de créer de la valeur, c'est de le faire circuler. Et c'est ça qui permet, entre guillemets, de s'enrichir en fait. Marine, vous pensez que l'argent, finalement, c'est un frein pour mettre en avant ses talents uniques? Ça, je l'ai vraiment vu en salle des marchés, parce que si les gens rentraient encore à mon époque par hasard, ils y restaient comme dans une prison dorée. C'est-à-dire qu'on reste parce qu'on ne peut pas abandonner cette espèce de manne financière et puis on travaille avec de l'argent, autour des sujets d'argent, et on gagne de l'argent. Et donc on s'enferme là-dedans et on dépérit en fait au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas le temps et pas l'énergie de développer ses vrais talents. Voilà, c'est une prison, c'est vraiment une prison. On se dit, mais comment je peux abandonner ça? C'est pas possible. Tout le monde voudrait ma place. Philippe, l'important c'est d'apprendre à bien valoriser ses prestations, à bien se donner de la valeur à qui je suis, à ce que je fais. Pour attirer l'argent à soi, évidemment. Pour attirer l'argent à soi, je pense que déjà, pour attirer l'argent à soi, c'est déjà pour avoir, je pense qu'il y a déjà un état d'être, et après il y a effectivement un savoir, et après il faut faire. Et donc développer cet état d'être, c'est d'avoir conscience de ses talents, de la valeur qu'on peut apporter au monde, et donc on peut être facilement dans le syndrome de l'imposteur, mais dès lors qu'on a une compétence ou un talent et qu'on le met au service du plus grand nombre, clairement ça va rendre du service, ça va apporter de la valeur, et cette valeur elle se monétise, mais ça ne reste que de la valeur en fait. Voilà. Fabrice? Sur l'argent? Oui, sur l'argent. Est-ce que quel est votre rapport peut-être à l'argent, et est-ce que vous pensez que vous qui fréquentez beaucoup d'investisseurs, donc de personnes qui sont relativement riches, on va dire, est-ce que vous pensez qu'ils ont des croyances particulières autour de l'argent? Est-ce que vous pensez que l'argent c'est enfermant ou pas dans une attitude, dans une caste, enfin... Non, ceux que je vois, ils sont pas trop, même s'ils sont assez argentés. Vous êtes tombé sur les bons? Ouais, ils sont plutôt sympathiques. Il faut plutôt être bienveillant pour adhérer à Graines de Boss, on en parlera tout à l'heure. Mais personnellement, en fait, quand moi mes affaires étaient bonnes et que j'avais un peu d'argent, peut-être un peu trop, on a tendance à s'enfermer un peu dans un confort et pas se remettre en question. À chaque fois que j'ai créé de la valeur ou que j'ai créé une société, que j'ai revendue, c'est qu'à un moment j'étais mal et j'ai été obligé de réfléchir parce que mon modèle économique ne fonctionnait plus, donc il fallait que je retrouve une nouvelle idée, un nouveau challenge. Et en fait, quand vous avez trop de confort matériel, vous n'êtes pas challengé, vous ne challengez pas, vous ne remettez pas en question. Le Covid a fait que nous on a été bousculés dans notre activité, on s'est remis en question, on avait moins d'argent et on a fait évoluer notre modèle. Et maintenant, on a fait rentrer des investisseurs récemment, une personne assez connue du reste. Christophe Lambert. Et on est sur des projets qu'on n'aurait pas eu si on avait eu trop de confort. Donc je pense que le manque d'argent à un moment vous permet de vous challenger et de vous réinventer, de faire des choses nouvelles. Et au final, vous vous ennuyez moins, quoi. Chacun voit en fait un rapport différent à l'argent, et vous avez vu l'argent comme un moyen de cristalliser votre liberté, et vous dites que dans le rapport de chacun par rapport à l'argent, tout part de l'enfance. Alors, peut-être pas pour tout le monde, en tout cas moi, c'est clairement un endroit où ça s'est cristallisé, et c'était un moyen pour moi de développer ma liberté et de me rendre, entre guillemets, autonome vis-à-vis des autres, c'est-à-dire ne plus avoir à dépendre de qui que ce soit, et pouvoir me mettre d'abord en sécurité et ensuite de devenir libre. Mais voilà, donc moi effectivement ça s'est cristallisé dans l'enfance en pensant que je ne pouvais pas compter sur les autres, ni sur les adultes, ni sur qui que ce soit. Mais voilà, je pense que effectivement il y a
la relation à l'argent, ce qui se passe dans la relation à l'argent se passe dans toutes les autres relations, donc que ce soit avec sa famille, avec son compagnon, avec ses partenaires, avec des investisseurs, etc. Et pour moi, c'est intéressant de travailler sur la relation à l'argent parce que justement, ça va permettre de régler et de guérir certaines relations, en fait. Voilà. De régler sa capacité à attirer l'abondance. Aussi. Alors, pour que l'argent ne soit plus un problème, il faut apprendre à faire les bons investissements. Et tout ça, en effet, ça s'apprend. Philippe, on peut prendre sa vie en main pour développer son génie financier. Parce que vous, par exemple, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant vous êtes spécialisé là-dedans, dans sa capacité à développer son génie financier. Mais au départ, c'était pas du tout le cas, et même vous pensiez que c'était pas du tout fait pour vous. Ah ouais, j'avoue que je comprenais pas du tout. J'ai l'impression que c'était un jeu dont on m'avait pas donné les règles. J'avais la chance d'être salarié, d'être bien payé, donc ça rentrait. Mais j'avais envie de dire ça sortait aussi vite. J'avoue même que on m'avait dit qu'il fallait épargner, qu'il fallait investir. Alors en bon élève, je faisais, mais je comprenais pas du tout ce que je faisais. Quand j'allais voir des conseillers en gestion de patrimoine, ils me parlaient de véhicules d'investissement, mais ils m'expliquaient comment ça fonctionnait. Et je leur demandais de répéter. Ça montait pas au cerveau. Ça montait pas au cerveau. Pourtant, j'ai le même problème. Pourtant, je gérais des comptes pour la société dans laquelle j'étais salarié. J'étais ingénieur, donc je pensais que ça fonctionnait bien. Je demandais de répéter. Il me répétait un truc et je ne comprenais pas. Et là, j'osais même pas poser la question une troisième fois parce que je me suis dit, je vais passer pour un débile. Et donc, résultat, je disais, allez, je fais confiance. Donc, je signais. Donc, je déléguais même pas. Je sous-traitais, en fait, la gestion de mon argent. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais vraiment, je ne comprenais pas ce que je faisais. Pourquoi ça a changé alors ? Pourquoi ça a changé ? Parce que il y a des accidents. Ouais, les accidents de vie. Mon père qui est parti avec beaucoup de frustration. Et je me dis mais c'est dingue, cet homme, il avait un énorme potentiel. Il était, on va pas dire il avait une vie honnête. Et puis il avait les moyens. Il avait des rêves. Et il est parti sans les accomplir, alors qu'il avait les moyens de le faire. Je me suis dit, non, mais ça, c'est hors de question. Et en plus, ma mère était pas du tout autonome. Elle avait Alzheimer ? On s'est rendu compte après qu'elle avait Alzheimer, mais effectivement, elle était incapable de changer une ampoule. Donc, comme moi, je suis enfant unique et qu'il n'y a pas d'autre famille, c'est moi qui m'occupais de ma mère. Et je me suis senti le devoir de la mettre en sécurité financièrement. Et donc, j'ai pris ces affaires en main, et là, j'avais plus le choix. Il fallait que je comprenne le truc. Comment on fait quand on commence ? Alors, on commence à lire des magazines Alors, moi, il se trouve que quand j'avais fini mes études, je suis tombé sur des magazines qui m'ont mis une petite graine dans la tête. C'était des magazines... financiers, hein. Ouais, des magazines qui étaient bien vivre votre argent ou des choses comme ça. Et je voyais qu'on pouvait vivre de ses rentes. Donc, moi, ça m'avait planté une graine. Mais le truc, c'est que ces magazines n'expliquaient pas comment faire. Donc, la graine était plantée. Voilà, on est là pour ça aujourd'hui. J'ai commencé par lire des newsletters d'associations d'investisseurs. J'avoue que je les lisais, mais sans rien comprendre, parce que pour moi, c'était vraiment du charabia. Et je me suis dit, à force de les lire, je vais finir par prendre l'habitude. Ça a été la première chose. Deuxièmement, j'ai acheté des bouquins. Et puis, j'ai acheté des formations de gens qui étaient spécialisés dans l'investissement. Comme qui ? Je me souviens de Laurent Chenot, je me souviens de... Olivier Roland, voilà, Olivier Seban, des gens comme ça. Et puis après, je me suis rapproché de personnes qui comprenaient comment ça fonctionnait, parce que c'est important d'avoir un écosystème et de se challenger, parce qu'on voit que c'est possible pour les autres et on se dit moi j'y arrive pas ou j'ose pas. Et donc de les voir à l'œuvre, finalement, on se dit, en fait, ils sont comme nous, quoi. Donc pourquoi moi je pourrais pas le faire ? Oui, attirer de l'argent à soi, gagner de l'argent, ça devient un jeu. Et il y a plusieurs niveaux dans ce jeu ou... Ah ouais, oui. Le meilleur exemple
que j'aime bien utiliser, c'est que quand on apprend à conduire, la première fois qu'on sort la voiture tout seul, on n'est pas très fier. Hein. Voilà, on aime bien qu'il y ait quelqu'un à côté de nous. Et puis une fois qu'on a notre permis, c'est pas pour autant qu'on va utiliser un véhicule comme une Formule 1 ou une rallye. Okay. Donc il y a effectivement différents niveaux. Et puis après, pour moi, il y a 4 compétences qui sont essentielles dans la gestion de l'argent ou une relation saine avec l'argent. C'est être en capacité de générer de la valeur. Donc, voilà. La deuxième, c'est dépenser. Alors les gens vont dire il suffit savoir dépenser. Savoir dépenser. En fait, on va dire il suffit de sortir la carte bleue. Oui, mais il y a d'autres façons. On peut le faire de façon plus intelligente. Après, il y a la capacité à épargner. Alors on va dire oui, il suffit que je ne sorte pas la carte bleue. C'est un bon point, mais on peut faire encore plus. Et puis après, investir pour que l'argent qu'on investisse puisse générer de la valeur. Et c'est un cercle vertueux, quoi. Voilà. Alors Fabrice, lui, il a sa méthode bien à lui pour aider les gens à s'enrichir. C'est-à-dire que vous avez créé donc Graines de Boss, qui permet de mettre en relation investisseurs et entrepreneurs. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, Graines de Boss, c'est une idée que j'ai proposée il y a maintenant 19 ans à Nicolas Taverneau, qui est patron d'M6. Patron d'M6, qui avait été mon mentor dans une activité précédente en 99 et qui m'avait bien aidé de façon confidentielle. Parce qu'on tape souvent sur les grands patrons, mais il y en a plein qui font des choses formidables, mais qui ne le disent pas, comme Nicolas Taverneau ou d'autres. Je pense à Christophe de Margerie, Patrick Pouyannet, qui ont bien aidé Graines de Boss. Et donc, comme il m'avait bien aidé, 5 ans après, j'ai été le voir et je lui ai dit, ce que vous avez fait pour moi de façon confidentielle, il faudrait convaincre d'autres patrons d'aider des jeunes qui veulent se lancer, donner accès à des marchés, à du financement. Il a trouvé l'idée bonne. Et donc, il m'a proposé de lancer ça dans l'émission Capital pour faire Caisse de résonance, une émission économique grand public. Et donc, depuis 19 ans, on lance chaque année au mois de septembre Graines de Boss. Et ça a évolué. C'est un concours c'est un concours de start-up. Point de départ, c'est le lancement sur M6. Point d'arrivée, c'est une remise des prix au ministère de l'économie. On vient de voir quelques images. Ou au MEDEF cette année. Et entre-temps, c'est une plateforme SaaS où l'entrepreneur dépose son pitch. Une fois qu'il est validé, le pitch est visible auprès de la communauté de mentors, donc 4 dirigeants, investisseurs. Donc ça, c'est la première entrée de la plateforme. La deuxième entrée, c'est des 4 dirigeants qui peuvent évaluer en ligne, un peu comme TripAdvisor, dans leur verticale métier, des projets. C'est le TripAdvisor de l'entrepreneur. Voilà. Ça veut dire qu'on met des étoiles exactement. sur les entrepreneurs. Voilà, on fait un mini-audit, le patron il fait un mini-audit, c'est des points qui se transforment en étoiles. Et c'est classé comment, par secteur, par domaine ? Secteur, il y a un moteur, voilà, retail, donc évidemment, si c'est Total, plutôt des projets dans l'énergie, Carrefour plutôt dans le retail. On a un peu plus de 1304 dirigeants, on a de plus en plus qui s'inscrivent. Ils évaluent. Ils peuvent aussi afficher les startups les mieux notées pour faire de la veille. Et la troisième entrée sur la plateforme, c'est réservé aux investisseurs, donc business angel, family office, fonds d'investissement, qui peuvent, alors ils peuvent évaluer s'ils veulent, mais ils utilisent surtout l'outil qui est gratuit. Oui. Ouais, vous parlez du modèle, pour afficher les startups les mieux notées sur la plateforme, en fonction de leur périmètre d'investissement. Donc ils s'appuient sur l'avis de patrons plutôt issus du top management de grands groupes pour identifier des startups dans lesquelles ils peuvent investir. Et ça fonctionne assez bien puisqu'on a plus de 750 millions d'euros investis en 10 ans, plus 8 rachats de corporate, donc on frôle les milliards, le milliard d'euros investis sur 157 startups, 7 dépôts de bilan. Et 150 qui sont toujours en vue. Donc on a un très bon track record. Ça donne en fait de la visibilité et ça permet pour les startups d'avoir aussi des contrats commerciaux, des investissements. Exactement, parce qu'en fait le mentor qui est corporate, qui évalue une startup, l'objectif c'est qu'il signe un contrat. Évidemment, si le mentor tombe amoureux du produit ou du service et qu'il l'évalue d'une façon avec une bonne note, il peut devenir client de la startup. Alors le cas d'école, c'est Patrick Pouyannet qui a évalué une startup qui s'appelle Philip Media, qui fait des écrans publicitaires dans les stations-service. Et Philip Media a signé après un contrat cadre avec Total. Et Philip Media est rentré en bourse sur Euronext en 2022. Donc on a plein de contrats commerciaux signés. Voilà, vous pouvez vous inscrire. Le process de sélection. C'est pour qui ? Alors, comment on fait pour s'inscrire et c'est à destination de quel type d'entrepreneur ? Alors, c'est à destination de porteurs de projets. Parce que, alors, quand vous êtes porteur de projet, au final, l'année dernière, on a eu un peu plus de 1500 candidats, une trentaine de lauréats. Il ne faut pas espérer gagner.
Par contre, vous pouvez challenger sur votre produit, vous pouvez développer votre réseau. On peut avoir des conseils aussi d'investisseurs, de mentors. Voilà, exactement. C'est intéressant aussi d'identifier dans un projet les points faibles. Bien sûr. Et là, c'est sa capacité à se remettre en question, à adapter son produit. En plus, les personnes qui s'inscrivent sont invitées à des soirées qu'on fait tous les trimestres au MEDEF, à peu près 200 personnes. Et puis, il y a aussi des entrepreneurs à vous qui se retrouvent dans Qui veut être mon associé sur M6 ? Ouais, voilà, effectivement, on en a 6 qui sont passés dans l'émission. Le dernier, c'est Boarding Ring, qui font des lunettes qui permettent de prévenir le mal des transports. Ah, pas mal. Voilà, on a eu Meeting Class, Bob, qui est un finaliste, Air Pur, Foodvisor. Donc voilà, on a effectivement certains qui passent à la télévision. Et vous avez donc commencé par l'Île-de-France, mais après vous avez étendu ça sur tout le territoire français et même aujourd'hui à l'international. Oui, on a la plateforme nationale, suite à une remise des prix à Bercy, on a eu une demande du ministère de la Cohésion des Territoires qui nous a demandé de développer notre plateforme d'évaluation de start-up au niveau local. Donc on a signé un contrat avec le programme Action Cœur de Ville, donc 222 villes du territoire dont le gouvernement veut développer l'attractivité économique. On a lancé dans les villes Action Cœur de Ville, donc plutôt des villes moyennes. Et puis là, on a étendu aux grandes villes. Cette année, on a 10 villes, en France. Et on a effectivement lancé à l'île Maurice, avec Vivo Énergie. Donc c'est grainedeboss.com/Mauritius. Donc à chaque fois, c'est une plateforme fermée. Là, c'est réservé aux entrepreneurs de l'île Maurice. Et ce sont les acteurs économiques de l'île Maurice qui vont évaluer, challenger Et on aura le lauréat de l'île Maurice qui sera célébré au MEDEF le 27 juin. Et on a vocation à créer des hubs un peu partout pour fédérer des acteurs économiques locaux. Et nous, c'est intéressant parce qu'on vend des licences, c'est sponsorisé par des partenaires comme Veolia, Jartegas, donc on génère du revenu. Mais surtout, ça nous permet de screener en local des super startups, parce qu'on s'imagine que les belles startups sont à Paris, pas du tout. Nous, on a identifié... Il y a des talents partout. On a identifié une super boîte à Montbrison, un petit village à côté de Saint-Étienne, l'eau de source de Montarcher, qui extrait de l'eau faiblement minéralisée vendue dans les hôtels, de l'eau un peu haut de gamme. Il faut la trouver celle-là. Donc voilà, il faut screener avec des gens locaux et faire remonter des belles startups. Et puis après, nous, on les met en relation avec nos fonds d'investissement. Vous allez aller aussi vers des pays peut-être qui en ont besoin, type l'Afrique, l'Inde. Oui, l'île Maurice, en fait, c'est un peu par hasard, l'île Maurice. C'est pour pouvoir partir en vacances. Exactement. Alors, c'est effectivement pour partir d'ailleurs. Pour aller faire des kitesurf. J'y étais il y a pas... Il y a une belle vague. Oui, il y a une belle vague. Et non, l'île Maurice, c'est intéressant parce qu'on dit que c'est un pont vers l'Afrique. Et donc nous, Vivo Énergie, qui est le sponsor de la fondation Vivo Énergie, qui est le sponsor de Grain de Boss à l'île Maurice, est très présent en Afrique, donc sur le continent africain. Et en Afrique, effectivement, l'entrepreneuriat est assez fort. Souvent, il n'y a pas de travail. Donc, la seule façon de travailler, c'est de créer son propre job. Et on pense que de créer des plateformes qui permettent de favoriser des échanges entre des mentors, des gens qui ont de l'expérience. C'est pas forcément des startups. Je voudrais lancer un pressing. Voilà, à Abidjan, il y a quelqu'un qui a un pressing. Il va pouvoir donner les best practices à celui qui veut se lancer, quel que soit le métier. Et donc, favoriser les échanges, favoriser les rencontres. On pense que c'est opportun de le faire. Voilà. Donc maintenant, pour ouvrir un hub dans une ville ou dans un pays, il faut des sponsors. Oui. Donc voilà, il faut des partenaires financiers. C'est en cours. C'est en cours. Marine, vous qui avez travaillé donc dans les salles de marché, vous avez observé, j'imagine que l'abondance, ça se construit sur la durée. Est-ce que c'est lié aussi à une capacité peut-être à identifier tout de suite la faisabilité d'un projet ? Oui, l'abondance se construit sur la durée. C'est vrai que dans les salles de marché, il y a un double rythme, c'est-à-dire qu'on doit faire des résultats annuels pour les actionnaires. Donc il faut maximiser chaque année le résultat. Et en même temps, il faut toujours penser aux années d'après, parce que c'est une machine de guerre qui est lancée et il faut générer du résultat sur la durée. Mais c'est pareil dans notre vie en fait personnelle. Il faut générer de l'argent pour payer ses factures, pour manger, pour satisfaire ses besoins primaires dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins physiologiques et puis les besoins de sécurité. C'est ça qu'on cherche quand on veut gagner de l'argent tout de suite, c'est pour se loger, pour se nourrir. Et puis il faut penser à l'avenir, c'est-à-dire dans la pyramide de Maslow, c'est l'accomplissement de soi aussi. Donc il faut investir aujourd'hui pour gagner aujourd'hui et investir aujourd'hui pour gagner beaucoup plus tard. Voilà. Donc il faut toujours penser à la vision qu'on a de soi-même, de sa vie. Et comme vous le disiez très bien, on est ici pour un certain temps. À la fin, ça se termine. On ne part pas avec ses lingots dans l'au-delà. Voilà. Et donc, je pense que l'argent, en fait, à quoi ça sert ? Ça sert à donner à s'aider à réaliser ce qu'on doit réaliser, à devenir ce qu'on doit devenir. Voilà.
Alors Philippe, justement, va pouvoir nous aider là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut, Philippe, arrêter de galérer avec l'argent. Quels sont vos bons conseils pour les bons investissements? Vous parliez d'automatiser notamment des investissements. Oui, alors je reviens juste sur le... Oui. En fait, et ça m'a fait penser, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Oui. Voilà. Comment automatiser? C'est marrant parce que dans notre émission précédente sur l'entrepreneuriat, c'est exactement ce qu'on a dit aussi. Donc, on a des invités qui sont tous raccords. Alors, comment automatiser ces investissements? En fait, Oui. j'ai envie de dire, si on repart sur les 4 compétences de base, à chaque étage, il est possible d'automatiser un certain nombre de choses. Voilà. Comment on fait quand on commence? Voilà. Moi, j'ai besoin de placer. Enfin, je ne sais pas du tout comment faire. Déjà, avant de savoir comment faire, il faut se poser la question pourquoi je le fais. Oui. Encore une fois, sinon, c'est comme quand on prend une inscription à la salle de gym. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, on prend l'abonnement au début de l'année et puis 3 semaines après, on abandonne parce qu'en fait, la motivation intrinsèque, elle n'est pas suffisante pour dépasser l'inconfort d'aller courir, d'aller pousser de la fonte ou quoi d'autre. Donc, il faut avoir un objectif fort. Faut avoir un objectif. Alors, oui, un objectif, mais qui fait du sens, en fait, qui entre guillemets, où quoi qu'il arrive, on va avoir envie de le réaliser, parce que de toute façon, comme dans tout chemin, on va rencontrer des difficultés, on va rencontrer des obstacles, on va être à certains moments dans l'inconfort de ne pas comprendre, dans l'inconfort de louper, d'avoir un échec. Il faut en faire aussi sa priorité. En fait, il faut réserver de l'espace suffisant, c'est-à-dire que voilà, je prends souvent l'exemple, combien de temps vous passez tous les jours à vous brosser les dents? 3 fois par jour, 1 à 3 minutes, et ça 365 jours par an. Et ça, c'est juste pour avoir des dents à peu près saines. Comment on peut faire la même chose pour son argent si on n'y passe pas tous les jours un tout petit peu de temps, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est réservé. Combien de temps vous réservez dans votre journée? Moi, ça prend beaucoup de place, ouais. Parce que j'ai un patrimoine important et que c'est la source c'est l'équilibre que j'ai trouvé, mais chacun peut y trouver la place nécessaire. Mais si on n'y accorde pas du temps, en fait, ça ne va pas pouvoir se développer. Donc, et puis, si on met de l'attention sur quelque chose et si on est capable de le mesurer, clairement, on va pouvoir progresser, en fait. Voilà. Et pour automatiser, alors certaines choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des virements automatiques chaque ça peut mois. Ça peut commencer par ça, se décider. Voilà, une fois qu'on a trouvé, on a le sens, on a l'objectif. On va développer ses compétences ou son savoir sur chacune de ces 4 grosses compétences. Et puis, oui, par exemple, on peut commencer à dire, en fonction de mon budget, je suis en capacité pour que ça m'enlève une charge mentale, de faire un virement automatique sur un compte sur lequel je ne peux pas retirer sans carte bancaire, par exemple. Après, on peut faire aussi un autre virement sur un compte d'investissement. Et puis après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des plateformes qui sont suffisamment développées pour pouvoir investir très facilement avec des toutes petites sommes, sans avoir à mettre 10 000, 50 000. On peut commencer par de très très petits montants. Vous, par exemple, je crois que c'était 50 € par semaine en crypto-monnaie que... Aujourd'hui, oui, toutes les semaines, je mets 50 € et ça se fait automatiquement sur du Bitcoin. Bon, voilà, mais parce que c'est une croyance personnelle, mais je pense que les cryptos ont un avenir, pas que les cryptos, mais ça a un avenir et que c'est maintenant qu'il faut commencer à y aller. Mais voilà, ça c'est ma conviction et je peux y aller parce que j'ai d'autres investissements moins risqués. Vous rassure, voilà, et je pense que, encore une fois, investir, c'est un droit qui se gagne dès lors qu'on est en sécurité. Donc, j'ai envie de dire que pour investir, il faut commencer par les étages bas. Les étages bas, c'est commencer à remplir, avoir 6 à 12 mois de cash pour être en sécurité et si jamais on a un problème de travail, de santé, etc. Ensuite, on va commencer à remplir ses livrets. Avec une petite rentabilité entre 0 et 3%. Et puis une fois qu'on a
remplit ses livrets, et ben on va passer sur d'autres supports qui peuvent rapporter un peu plus, soit de l'immobilier, soit des actions pas trop risquées. Voilà, on est entre 3 et 6. Après, on va aller peut-être sur des actions peut-être un peu plus risquées. Donc là, on va prendre plus de risques, mais l'argent sera peut-être moins disponible. Donc, et puis après, ben, on peut aller sur de l'immobilier, sur du private equity, sur des cryptos, sur d'autres investissements qui sont plus performants, mais où l'argent sera moins disponible, donc il ne faut pas en avoir besoin tout de suite. Et puis, bah, y a le risque de tout perdre, donc il faut accepter que le jeu. Voilà. Et puis après, on va aller voir Fabrice, parce que Fabrice a créé aussi donc, récemment un club d'investissement où on peut aussi investir à partir de 1 000 €, c'est ça? Bon, ce sera plutôt 5 000. 5 000, 5 000. ok. 5 000. Et donc on investit sur des startups. Chez vous, comment ça se goupille alors, le club sera effectivement lancé le 16 mai au MEDEF lors d'une soirée que nous organisons. En fait, c'est une demande qu'on a depuis longtemps de mentors qui passent du temps pour screener, pour évaluer des startups. Et au final, bah, les startups qui leur plaisent, elles veulent investir. 5 000, 10 000, et les startups que nous on identifie, bah, les startups n'ouvrent pas leur capital pour des petites sommes. Oui. Donc on a réfléchi à un moyen de le faire, et en fait on lance une plateforme de financement participative et qui permettra de réunir notre communauté. Donc on a un peu plus de 1304 dirigeants actuellement, qui pourront, sur les projets qu'on a identifiés et qui cherchent du financement en pré-seed, 300, 400, 500, 600 000 €. Voilà, si on a 100 personnes qui mettent 5 000, et on fait ça sur des projets qui n'ont pas encore fait de série A, donc pour permettre des sorties rapides. Et donc on fait ça parce que voilà, les patrons nous l'ont demandé, c'est une insight en fait, on l'a pas. Et comme on a un bon bilan sur ces 10 dernières années avec des rachats de corporate et beaucoup de financements obtenus de la part de nos fonds, bah, avant que nos fonds investissent, on va réserver à notre communauté les meilleurs deals qui seront présentés tous les trimestres au MEDEF. Et voilà, il faudra être membre de cette communauté pour investir dans les projets. Voilà. Alors pour investir dans ces projets et dans les différents projets d'ailleurs, il faut savoir bien faire ses choix, savoir bien décider. Alors c'est là que Marine intervient par rapport donc à l'idée de risque, comme le dit Jean-Loup Etienne, je crois. Oui, bah, décider, c'est prendre un risque. Et décider d'un investissement, c'est évidemment prendre un risque, c'est-à-dire risquer de perdre. Mais je voudrais rebondir sur l'investissement et les femmes, parce que vous parlez d'investissement dans les startups. Les femmes sont très peu présentes dans l'investissement risqué, parce qu'elles ont cette espèce de poids culturel qui est que protéger il faut la famille. Protéger la famille, voilà, se protéger des coups durs, que la femme est peut-être plus vulnérable si elle se retrouve seule. Et donc, elles ont tendance à très peu investir, assez peu s'y intéresser et faire des choses très sécurisées. Et moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes filles, c'est lancez-vous, financez des startups, rentrez dans ce genre de club exactement. Et ça, c'est une opportunité pour les femmes, et pas que les jeunes filles d'ailleurs, parce que très souvent, on voit des femmes assez mûres qui n'ont jamais investi ailleurs que sur leur livret A. Et parce qu'elles ont peur du risque, pour revenir à votre question. Et effectivement, des aventuriers, enfin des chefs d'expédition comme Jean-Louis Etienne, ils se lancent dans l'incertitude la plus complète quand il traverse l'Antarctique ou en ballon, quelque chose qui n'a jamais été fait. En fait, il mesure un risque, il l'assume, mais il ne sait pas ce que va devenir sa décision. C'est-à-dire, il ne sait pas où ça va se terminer tout ça. Donc voilà, il est prêt à s'embarquer avec ce risque. Il faudrait peut-être que les femmes soient un peu plus aventurières, entre guillemets, dans l'investissement. Voilà, c'est très important parce que, en fait, sinon, on passe à côté du monde d'après. Que ce soit dans les cryptos, dans les startups, on est en train d'exclure les femmes du monde d'après. Voilà. Alors l'argent, ça parle vraiment de plein de choses, mais surtout de sa liberté intérieure, sa capacité à être autonome. Marine, il faut d'abord investir sur soi-même. Ah oui, c'est ce que je dirais toujours. Le premier investissement que vous devez faire et que vous pouvez faire, c'est sur vous-même, parce que déjà l'éducation, quand on s'éduque, peut-être qu'on dépense, mais en fait on gagne de la valeur à long terme. Quand tout s'écroule, en fait tout ce qu'on a investi sur soi-même garde sa valeur. Voilà, l'éducation, on devient une meilleure personne. À tout âge, on peut investir sur soi-même. Moi-même, j'ai arrêté la banque pour faire une école de peintre en décor.
Voilà, donc je peux peindre des faux marbres, des faux bois, des faux ciels. Et donc j'ai investi 1 an de ma vie. J'ai travaillé ce que vous faites. Voilà, j'ai travaillé à l'atelier de peinture de l'Opéra Bastille pour faire des décors à l'opéra. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Tout, en fait. La capacité à prendre du recul, la capacité à m'adresser, à parler à d'autres personnes qui n'étaient pas du tout de mon milieu, parce que j'ai fait de la finance et de la banque d'investissement. La capacité à regarder le monde complètement différemment, à prendre le temps, parce que quand on observe un faux marbre pendant 2 semaines, 8 heures par jour, on finit par philosopher. Et c'est ce qui m'a permis, non pas de me lancer comme peintre en décor, cet investissement, en fait, m'a permis de trouver mon métier d'aujourd'hui. Je n'ai pas fait peintre en décor, mais ça m'a tout donné, ça m'a ouvert le monde. Voilà, et c'est pour ça que ça n'a pas de prix, en fait, de prendre ce temps, de faire ce pas de côté plusieurs fois dans sa vie. Voilà, et c'est hyper important. Philippe, finalement, c'est accepter de vivre des choses comme une réalité, c'est avoir un état d'esprit et vraiment se mettre dans l'état d'esprit de créer de la valeur. Oui, alors je reviens là-dessus. Enfin, en fait, oui, je pense que c'est vraiment un état d'être. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai que typiquement, moi, j'ai la chance d'être rentier, mais je me sens libre financièrement dans ma tête parce que même si ça me ferait pas plaisir, en fait, je suis capable de tout perdre parce que je sais que j'ai acquis la capacité à faire de l'argent? Non, mais la capacité à recréer ce système, en fait. C'est-à-dire que j'ai suffisamment confiance par le chemin que j'ai parcouru intérieurement, savoir la valeur que j'ai et ce que je peux apporter au monde, et avoir suffisamment développé un génie financier pour être en capacité de refaire la même chose. Donc bien sûr, ça ne me ferait pas plaisir, mais j'ai cette conviction, certitude que je suis capable de refaire la même chose. Donc c'est plutôt ma réponse, c'est que c'est plutôt un état d'être, en fait. Et de là, en fait, oui, on va être en capacité de créer de la valeur, on va être en capacité de faire circuler cette valeur par le donner-recevoir, et construire des systèmes, et puis accepter aussi que parfois, ça puisse ne pas fonctionner, quoi. Voilà. Oui, mais peut-être aussi accepter que c'est possible et que ça peut être une réalité. Par exemple, les gens qui se disent moi, par exemple, je ne pourrai jamais gagner au loto, ne gagneront jamais au loto, c'est ça? En fait, alors j'ai une conviction après, voilà, c'est que on n'obtient pas dans la vie ce qu'on veut, mais on obtient ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est à la fois, il y a 2 limites. Il y a ce que l'on croit possible et ce que l'on tolère. Et on est toujours entre ces deux limites. Et ça, c'est juste des croyances. C'est juste ce qui se passe dans notre tête. Et, à régler. À ajuster en fonction des objectifs et de ce qu'on a envie de réaliser. Mais souvent, ces croyances, ces pensées que l'on se répète, elles prennent un ancrage effectivement dans notre enfance. En fait, c'est une réplique des convictions qu'on nous a inculquées ou qu'on a développées par une difficulté qui était chargée émotionnellement, quoi. Voilà. Fabrice, vous avez l'habitude de ça finalement, d'ouvrir des portes dans votre tête, d'accepter en fait de rêver? Oui, j'adore rêver. D'ailleurs, je fais une sieste tous les jours. Et souvent, je prends un bain le matin avant de travailler. Et j'ai besoin de ces moments de rêverie pour réfléchir, pas forcément au boulot d'ailleurs, un peu à tout. Et je trouve que quand on travaille trop, on réfléchit plus. On délivre et on n'est pas du tout créatif. Et je pense qu'un entrepreneur, il doit être créatif, voilà, pour se challenger, se réinventer. Vous allez vers vos rêves et puis vous êtes aussi entouré de gens comme par exemple Christophe Lambert qui lui, alors c'est rigolo, il va investir sur plein de choses différentes, notamment sur vous pouvez me parler de cette anecdote des hôtels? Oui, Christophe, je l'ai rencontré parce qu'il a investi dans des startups de graines de boss. Et puis c'était une belle rencontre et puis effectivement il est devenu actionnaire. On travaille d'ailleurs sur un gros projet avec lui en ce moment. J'espère que vous entendrez parler bientôt à la télévision. Mais effectivement, il investit. Il investit dans des projets, mais aussi dans les hommes. Il faut qu'on s'entende bien avec lui. Et voilà, c'est quelqu'un de très sympathique, très humble.
Et effectivement, en ce moment, il rachète des prisons. Donc, il a racheté la prison de Béziers. Il a racheté la prison de Béziers pour en faire un hôtel de luxe qui l'inaugure au mois de juin. Voilà. Donc, des chambres très habitées. Voilà. À partir de 4 cellules, il va faire une belle chambre. Et puis, 4 cellules, une suite. Et la comment on appelle la cour sera très arborée. Et donc voilà. Donc quelqu'un d'assez atypique et qui investit sur des coups de cœur en fait. Voilà. Des projets un peu sympas. Philippe, vous, les gens viennent vous voir. Alors, vous avez créé un programme qui s'appelle le Mentoring Finance pour apprendre aux gens à se créer une vie sur mesure. C'est ce que vous avez fait, vous, en phase avec vos valeurs, puisque finalement, aujourd'hui, vous êtes rentier et kitesurfer, donc c'est votre passion. Donc, comment ça se passe, ce programme Mentoring Finance ? En fait, il y a 2 volets, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un premier volet qui est lié justement au mindset, justement à ce que l'on croit possible et les limites, voilà, ce qu'on tolère dans la vie. Et puis après, il y a toute la partie d'éducation pour développer son propre génie financier. Et ça j'avoue que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas enseigné à l'école. Je veux dire, on nous a expliqué comment fonctionne l'électricité, donc on sait que ça va du moins vers le plus, mais l'argent, on ne nous a jamais expliqué comment ça fonctionnait. On connaît le théorème de Thalès, mais par contre... Voilà, mais par contre, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Enfin, voilà, c'est dans notre vie, mais c'est pas quelque chose qui nous a été transmis, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de tabous à ce sujet. Donc, parler d'argent, ne serait-ce que dire combien je gagne, c'est très difficile. Donc, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou ailleurs. Parler de son patrimoine, oh là là, ça fait peur. Voilà. Donc l'idée, c'est de travailler à la fois sur la partie de l'état d'esprit, et donc qui va déclencher un état d'être, et puis aussi sur toutes les compétences qu'il est nécessaire d'acquérir pour pouvoir se sentir à l'aise, familier avec le fonctionnement de l'argent. Merci à tous. On va se quitter peut-être sur un dernier conseil de chacun pour acquérir sa meilleure stratégie, on va dire, pour avoir sa liberté financière. Fabrice, vous voulez commencer ? Moi, je laisse. Je voyais bien, je sentais qu'il était en train de se dire pourvu qu'elle demande d'abord. Enfin. Non, je veux bien la liberté financière, évidemment. Déjà, pour avoir un peu de liberté, il faut, je pense, pas avoir trop de coûts fixes élevés. Voilà. D'où l'intérêt d'ailleurs de monter des boîtes quand vous êtes jeune. Vous n'avez pas d'enfants, pas de femmes, pas d'immobilier sur le dos. Donc, vous pouvez prendre des risques. Voilà, donc commencer tôt et puis s'entourer aussi de personnes plutôt bienveillantes et qui vous apportent aussi, au-delà du financement, des idées, comme Christophe Lambert le fait avec moi, puisqu'il m'ouvrira beaucoup de portes. Il a un bon réseau voilà, et puis travailler avec des gens avec lesquels on s'entend bien. Je valide tout. Philippe ? J'ai envie d'ajouter à ça croire en ses rêves. Voilà, franchement, y croire et s'y accrocher. Et puis, oui, je pense que c'est important de commencer à investir tôt. Et pour investir tôt, rien de tel que développer son éducation financière, son génie financier, et quitte à faire des erreurs, parce que c'est trompez-vous vite et apprenez vite, quoi. Voilà. Pire, on fait un mauvais investissement, mais commencez petit, et puis surtout le faire de façon régulière, voilà, comme un entraînement, comme une petite routine. Faut être discipliné. C'est vraiment une discipline, voilà. Mais il ne faut pas le voir comme un effort, il faut le voir comme quelque chose qui va apporter de la valeur pour le futur, quoi, voilà. Et qui va venir nourrir nos rêves pour la suite, quoi. Marine ? Moi, je resterai là-dessus, sur le fait d'investir toujours sur soi-même, c'est-à-dire dans son éducation en permanence tout au long de sa vie, dans la connaissance de soi, c'est-à-dire accepter qui on est, se connaître ses limites, connaître la façon dont on fonctionne, ses émotions, qu'est-ce qui nous meut en fait, qu'est-ce qui nous fait bouger. Voilà. Et puis pour réussir, je pense qu'il faut croire en la chance. Et il faut être capable de saisir la chance dès qu'elle se présente. Et pour ça, malheureusement, il ne faut pas croire que les gens n'ont pas de chance, c'est pas vrai. Et pour ça, je dirais qu'il faut commencer par être une chance pour les gens qu'on rencontre. Devenir soi-même la chance des gens qu'on rencontre. C'est beau.
Alors, vous pouvez en savoir plus sur les stratégies gagnantes pour atteindre votre liberté financière dans le nouveau Liberty Mag qui sort un peu partout et aussi sur toutes les plateformes numériques et sur notre site internet libertymag.fr avec des interviews complémentaires avec Jean-David Chamboredon du fonds Isaïe, avec Jacques Séguéla, Christian Junot, etc. Et nous, on se retrouve très vite.